Buongiorno. Questa dovrebbe essere la mattinata di presentazione degli autori stranieri di Treviso Comics. Alcuni sono in arrivo. Per ora abbiamo qui Wolinski e Marjorin, per cui diciamo che c'è una predominante presenza francese in questo momento. Comunque pensavamo di cominciare presentandovi appunto quelli che sono gli autori selezionati per l'esposizione che mi auguro abbiate visto nei piani sotto. Wolinski? Qual è il punto di partenza da cui cominci quando fai una cosa? Cioè, qual è l'idea su cui inizi a lavorare? Io sono, je vais parler français, c'est plus facile. Mais c'est vrai que je suis un peu italien, puisque ma grand-mère était italienne et que je suis né à Tunis, dans une famille où on parlait aussi bien l'italien que le français ou l'arabe. Et je suis content actuellement de commencer pour le journal Cuore de Bologne une rubrique qui s'appelle Lettera d'amore di Parigi. Et ça me fait plaisir de travailler pour le public italien. Il y a deux parties dans ce que je fais, c'est-à-dire les dessins sur le sexe et puis les dessins politiques. Je travaille depuis 68. En 68, j'ai découvert que j'étais capable de faire des dessins politiques. Je ne le savais pas avant, puisque j'ai commencé en 60 à Harakiri. Et donc depuis, je travaille comme dessinateur politique successivement, ça a été l'Humanité, Charlie Hebdo, le Nouvel Observateur, et maintenant c'est Paris Match. Et aussi le journal du dimanche en France. Et puis il y a les dessins sur le sexe que j'ai commencé à faire très tôt, parce que c'est un sujet qui m'a intéressé très tôt. Et puis c'est toujours intéressant, parce que le sexe, ça a évolué. Dans les années 60, on se battait pour la libération de la femme. Maintenant, on ne peut pas dire qu'elle est libérée, mais il y a des progrès, surtout dans nos sociétés occidentales. Alors la situation a changé, et c'est amusant de faire des dessins sur cette situation qui a changé, sur les femmes qui revendiquent plutôt le plaisir aux hommes qui sont devenus un peu fainéants, il faut bien le dire. Je ne suis pas le seul à le dire, il n'y a qu'à regarder la publicité maintenant. La publicité ou les films, c'est toujours les femmes qui sont demandeuresses et les hommes qui sont mignons et attentifs, mais un peu fragiles. Nous sommes devenus très fragiles. Alors tout ça, ça fait des sujets de dessin. Mais c'est quand même plus facile de faire des dessins politiques parce qu'on s'appuie sur une actualité à chaud. Et un dessinateur de presse, finalement, a toujours des sujets. Comme je travaille pour des hebdomadaires et que je fais pas exactement le même métier que Marjorin, ce qui ne veut pas dire que nous sommes différents. Nous sommes tous les deux très proches parce que nous sommes des humoristes et que nous avons une vision du monde qui nous entoure et de la société, et la société dans laquelle nous vivons nous intéresse, donc nous en parlons. Et lui, c'était plus un dessinateur de bande dessinée qui raconte des histoires, et moi un dessinateur de presse, comme vous avez chez vous, Stein ou Altan ou Foratini. Donc, il y a trois stades pour un dessinateur de presse. C'est trouver le thème, trouver l'idée et faire le dessin. Alors le thème, bon, aujourd'hui en Italie, on n'a pratiquement pas le choix avec le tangente poli ou les mani pulite. En France, ça serait qui va être Premier ministre aujourd'hui. Bon, ensuite, il faut trouver l'idée. Alors ça, c'est une fois qu'on a le thème, on cherche l'idée. Et ensuite, faire le dessin, c'est relativement facile. Ça va assez vite et je vous dis, je commence en général pour travailler pour Paris Match, je commence vers 8h et je finis vers 7-8h le soir. Maintenant, pour les dessins sur les petites bandes dessinées que je fais, qui ont des thèmes plus érotiques, alors là, c'est plus difficile parce que là, je ne peux pas m'appuyer sur l'actualité, je m'appuie sur mes expériences personnelles, elles sont de plus en plus lointaines au mesure que les années passent. Alors je pose des questions aux femmes qui m'entourent. Voilà. Bien, moi je considère qu'il faut beaucoup
copier les autres avant d'arriver à être soi-même. Et quand je suis autodidacte pratiquement dans ce métier, c'est-à-dire comme beaucoup, j'ai jamais appris dans une école à dessiner. Et au début, j'étais très influencé par aussi bien Dubout, le dessinateur français, que les dessinateurs américains. Et j'ai fait la découverte, surtout dans les années 60, des dessinateurs de Mad Magazine, de ce dessinateur fabuleux qui s'appelle Willy Elder, qui, paraît-il, est devenu presque aveugle maintenant, et qui travaillait avec Harvey Kurtzman, qui est une sorte de génie qui est mort il y a quelques mois. C'est un homme que j'aimais énormément. Et c'est sûr que j'ai été très influencé par le travail de cette équipe, et que j'ai assez maladroitement, dans les premières années d'Harakiri, dessiné des personnages très compliqués, et j'ai essayé de faire de la BD, jusqu'au jour où Cavana, le rédacteur en chef charismatique de Harakiri et de Charlie Hebdo, m'a dit « Mais pourquoi tu me fais de si mauvais dessins dans mon journal et tu fais de si jolis croquis lorsque tu écoutes et que tu t'ennuies pendant les conférences de rédaction ?» Et cette évolution finalement de dessin rapide est arrivée en même temps que l'invention du pentel, du feutre, qui permet de dessiner très rapidement. Parce qu'avant, c'est vrai qu'avec une plume, il faut s'appliquer un peu, ou alors on peut dessiner vivement, comme faisait Rézère, en écorchant même la feuille. Ça donne un trait très rapide. Enfin, le feutre, c'est plus pratique. Et j'ai commencé à dessiner plus vite, et en dessinant plus vite, je me suis aperçu finalement jusqu'à maintenant qu'en bâclant mes dessins étaient meilleurs. Alors je suis devenu un bâcleur professionnel, et je suis le spécialiste des dessins qui sont pas finis. Et je me souviens, j'étais une fois à Cuba, il y avait des Coréens qui regardaient mes dessins, et il y en a un qui m'a dit « Ah, chez nous on appelle ça des dessins polis ». J'ai dit « Pourquoi vous dites ça, que c'est des dessins polis ?» Il dit « C'est des dessins qu'on ne finit pas, parce qu'on estime que la personne qui le regarde est assez intelligente pour le terminer. » On m'a demandé plusieurs fois quelle était ma définition de l'humour. Et une fois, j'ai dit une chose, maintenant je la répète parce que j'ai jamais trouvé mieux. J'ai dit l'humour, ou plutôt l'humoriste, c'est un homme qui est seul et qui dit qu'il a peur. Vous voyez, c'est pas très gai, mais je ne trouve pas de meilleure définition. Je pense que l'humour est le même partout. Il n'y a pas d'humour anglais, d'humour noir, d'humour juif. Non, il y a l'humour qui est une façon de regarder les choses avec lucidité et un certain détachement. Et quand vous êtes lucide, en général les humoristes sont athées, parce qu'il ne me semble pas qu'on puisse croire en des conneries et être humoriste. Quand vous êtes lucide, vous n'êtes pas un militant en général, vous n'appartenez pas à un parti, vous êtes un homme seul, indépendant. Et bien forcément, vous n'êtes pas toujours très gai, puisque la lucidité, c'est voir le monde comme il est. C'est regarder la mort en face. Donc, et c'est aussi tout le temps travailler sur la matière humaine, sur ce qui est sur les contradictions des hommes politiques, sur leurs mensonges. Bon, mais il faut de la santé, il faut du moral, il faut avoir une famille autour de vous, de bons amis, et puis tenir le coup. Mais comme tout le monde, finalement. Moi, j'ai été très influencé par l'Amérique, mais déjà tout jeune par mes lectures, et aussi par l'Angleterre, bien sûr, par Mark Twain, par Bernard Shaw, par tous ces livres que je les ai lus quand j'étais jeune. Puis ensuite, j'ai découvert les bandes dessinées américaines dans les premiers comics qui arrivaient avec les soldats américains à Tunis. J'ai découvert des bandes dessinées formidables, comme des bandes dessinées Terry et les Pirates, Milton Caniff, et tous les dessinateurs. Donc je ne comprenais pas très bien ce qu'il y avait dedans, mais j'étais fasciné par les styles et par les graphismes de ces dessinateurs. Donc ça a certainement été très important dans ma vie. Et après, il y a eu l'Underground, qui était une réaction sur la bande dessinée familiale. C'est-à-dire la bande dessinée qui passe dans les grands journaux, qui est diffusée par les syndicates, et qui est diffusée par exemple dans 200 ou 300 journaux chaque matin, et qui est réservée à toute la famille.
Donc il y a eu une réaction de dessinateurs américains qui ont voulu aller plus loin, et qui sont allés très très loin d'ailleurs, parce que je crois qu'on n'est même jamais allé aussi loin qu'a pu aller un dessinateur comme Crumb. Et tout ça a été formidable, hein, parce que ça nous a tous, ça a été très important pour nous dans les années 50, 60, 70 même. Mais il ne faut pas cracher sur la bande dessinée familiale américaine, parce qu'elle elle a su créer de grands chefs-d'œuvre, justement parce qu'elle avait des contraintes. Et que c'est pas si mal que ça d'avoir des contraintes. Et que la liberté totale, la possibilité de faire n'importe quel dessin, le plus obscène, le plus agressif, le plus violent, et bien finalement on finit par se heurter à un mur, à une impossibilité d'aller plus loin. Ce qui est arrivé aux gens de l'underground qui maintenant sont un petit peu coincés. Tandis que les dessinateurs qui ont des contraintes peuvent continuer sournoisement, hypocritement, dans les bandes dessinées qui sont diffusées pour le grand public, à glisser de l'érotisme, et ils l'ont très bien fait. Popeye de Segar est un chef-d'œuvre d'hypocrisie parce qu'il dit des choses très importantes sans avoir l'air d'y toucher. Crazy Cat était une bande très très subtile. Il fallait être très malin pour pouvoir en même temps plaire au grand public et puis sournoisement aux intellectuels qui comprenaient les choses. Et vous voyez, c'était des bandes dessinées à 2 degrés. Ecco, sì, io volevo chiedere a Wolinski che ci raccontasse un attimo cosa vuol mettere in questa lettera d'amore da Parigi su Cuore. Ecco. E poi se è il primo lavoro che fa specificatamente per il pubblico italiano, oppure anche le strisce che apparivano su Linus, ad esempio, erano specifiche per il pubblico italiano oppure erano già uscite. E poi in generale a chi vuole rispondere cosa pensa del pubblico dei lettori di fumetti italiani come pubblico di lettori. Bon, je m'adresse aux lecteurs italiens exactement comme aux lecteurs français. Pour moi, c'est exactement le même public. Il faut dire que depuis 25 ans, j'ai eu beaucoup de livres qui ont été traduits en Italie, donc j'imagine que le public italien est sensible à ce que je fais. Ce que je fais pour Cuore, c'est une lettre donc de Paris dans laquelle j'essaye de trouver des thèmes qui sont en même temps communs pour la France et l'Italie, essayer de trouver des correspondances, et de choisir dans l'actualité, non seulement politique, mais sociale ou mondaine même, des choses, des événements qui peuvent intéresser les Italiens. J'ai parlé dans le dernier des déclarations de Mastroianni qui ont fait scandale en Italie parce qu'on l'a accusé de dire du mal de son pays. Donc c'était intéressant puisqu'il a dit ça à Paris, qu'il a présidé les Césars et que Mastroianni est très très aimé en France et en Italie. Donc voilà un des thèmes donc, qui sont communs. Vous savez, les Italiens, les Français, on est quand même très proches. Hein. Je pense que vous savez ce qu'on dit en France. On dit que le Français est un Italien en colère, comme définition. Et donc, je travaille sans problème pour l'Italie actuellement, et avec beaucoup de plaisir. Je voudrais je me souviens, le dessinateur Jean Eiffel, qui est un vieux dessinateur français qui est mort maintenant, m'a dit un jour, on travaille pour le rédacteur en chef, pas pour le public. Et c'est vrai que c'est important, parce que c'est la première personne qui regarde le dessin, et si le rédacteur en chef est con, en général, les dessinateurs sont pas bons. Je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais il y a des choses sur l'humour qui sont intéressantes à dire à notre époque. Voir la télévision a beaucoup changé les choses. Je veux dire qu'avant, par exemple, il y avait des familles où on ne riait pas. À table, le père était sinistre, les enfants ne parlaient pas, et l'humour n'était pas nécessaire à la vie sociale. Or maintenant, si vous n'avez pas d'humour, c'est comme le tennis ou le golf, il faut avoir de l'humour. Et les hommes politiques, par exemple un homme politique qui n'a pas d'humour, qui ne dit pas dans son discours une petite phrase un peu marrante, qui peut être relevée par les journalistes, bon, on le considère comme quelqu'un de sinistre. Donc l'humour est devenu indispensable à la vie sociale.
Et alors, il y a un peu une exagération aussi à la télévision, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'humour et la rigolade. Il y a des comiques. Il y a des comiques, il y a des marionnettes, et il y a un excès dans la dérision, dans la satire, qui, comme tous les excès, devient pénible. Voilà. Vi ringrazio per essere stati qui, ringraziamo gli ospiti e pensiamo che sarebbe carino se ci fosse un giornale europeo che vedesse la loro presenza, perché forse prima o poi potrebbe anche accadere. Grazie a tutti.